Tu es prête? Écoute, je me lance. Stressée? Un petit peu, ouais. Mais non. J'ai des papillons dans le ventre, là. Bonjour et bienvenue sur Nebulae, le podcast des femmes scientifiques. Nébu quoi? Nebulae. Bienvenue au Festival Double Science. Eh bien, merci. Merci de venir nous voir. Donc, si vous entendez du bruit autour de nous, c'est normal. Mais aujourd'hui, on va discuter avec Camille Foutit. Bonjour. Qui es-tu, Camille? Que fais-tu? Dis-nous tout. Oh là là, vaste question. Ta vie, ton œuvre. Oh là là. Donc, je suis Camille, 33 ans, pharmacien de formation. J'habite en région parisienne. J'aime l'écologie, la nature, les gens, les médicaments, les plantes. J'ai vécu 4 ans au Canada. À la fin de mes études de pharma, j'avais envie d'aller à l'étranger, d'avoir une autre aventure, une autre perspective. Je voulais être dans un pays qui parlait que anglais, mais bon, je me suis retrouvée au Québec. On va dire que... Tu as bien visé. Voilà, les astres se sont alignés quand j'ai cherché mon stage de fin d'études. Et donc, du coup, ça m'a amenée au Québec. Et en fait, de fil en aiguille, de rencontres, j'y suis restée 4 ans, tout et pour tout, avec un petit aller-retour en France. Mais voilà, et ensuite je suis rentrée, depuis 2019, je suis de retour à Paris. Et quel est ton métier? Alors, donc moi j'ai plusieurs casquettes. En gros, j'ai travaillé 4 ans dans la pharmacovigilance. Donc c'est ce qui permet de suivre les effets indésirables des médicaments, une fois qu'ils sont commercialisés. Et puis en fait j'en ai un peu eu marre, c'est derrière un ordinateur, très procédurier, j'avais envie d'autre chose et à cette époque-là j'étais au Canada, avec la nature pas loin, les petits week-ends et puis toute cette... toute l'écologie, se rendre compte de tout ce qui se passe autour de nous, le réchauffement, etc. Et donc du coup de fil en aiguille je me suis dit mais en fait j'ai envie de changer, j'ai envie de tester autre chose, par où commencer? Et en fait je me suis dit si demain c'est la fin du monde, la première chose qu'il faut apprendre, c'est apprendre à faire pousser des plantes pour pouvoir se nourrir. Et donc du coup, moi qui n'y connaissais pas grand-chose, mais en tout cas j'ai toujours aimé les plantes ou le jardinage, mais ça n'a pas été ma passion. Mais je me suis mis en tête, ok, il faut que je me forme à ça. Donc je suis partie dans ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Mais avant d'être dans un milieu urbain, je me suis dit, est-ce que je pars en France, à la campagne, m'installer vraiment pour faire du maraîchage pur et dur, les pieds dans la terre, quoi. Dans la boue. Les pieds et les mains dans la boue. Et donc du coup, ça c'était pendant le confinement. Donc du coup, je suis partie faire du woofing. Alors le woofing, c'est quand tu pars faire du bénévolat dans des fermes et que on te donne le logement et la nourriture en contrepartie. Et j'ai embarqué mon mec d'ailleurs à ce moment-là puisque ce genre de projet, c'est des projets de vie. Et on s'est testé, on a adoré, mais beaucoup trop difficile. Des métiers passion, des situations familiales compliquées, divorce, voilà. Et on va pas se mentir, un métier de dingue, 60 heures semaine, pas de vacances, 2 semaines de vacances à l'année, pour dégager un salaire de 700 € par mois. Voilà. Et ouais. Moi, la petite urbaine que je suis, je me suis dit, bon, en fait, ça va pas être pour moi. Next. Bzz. Mais c'est déjà bien. Moi, j'ai testé, voilà. Clairement. Et donc, du coup, à côté, j'avais commencé à faire un stage dans une association qui faisait de l'insertion professionnelle par l'écologie. Donc, en gros, entretenir les berges de Seine, entretenir la petite ceinture à Paris. Et notamment, ils avaient un projet d'agriculture urbaine sur les toits à Aubervilliers. Ok. Et donc du coup pendant 6 mois j'ai fait un stage. La galère c'était que comme tu as 30 ans, que tu n'es plus inscrit à une université, fallait retrouver une convention de stage. Donc j'ai un peu passé à travers les mailles pour trouver une convention, un truc, un machin. Et là du coup c'était super sympa, 700 mètres carrés de culture, inspiré de Jean-Martin Fortier, je sais pas si tu connais mais... Pas du tout. C'est un Québécois d'ailleurs. Et donc du coup, lui, il part du principe de l'agriculture sur des petites surfaces, mais vraiment avec une production assez élevée et tout est bien pensé si on met les choses au bon endroit, on fait des bonnes rotations, etc. Donc c'était mon premier, on va dire, mise en situation dans un milieu urbain. En plus sur des toits quoi, donc milieu assez particulier. Et voilà, donc ça j'ai adoré, mais bon, le stage a pris fin à un moment ou à un autre.
Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Donc, je regarde un petit peu ce qui se passe comme en termes d'offres d'emploi. Et là, je vois une offre pour faire de l'animation dans les écoles chez Veniverdi, donc une association qui monte des potagers dans les écoles à Paris. Et donc, je postule. Et là, je me retrouve à Montrouge. Et donc, j'ai travaillé pendant 1 an. J'ai fait de l'animation auprès des scolaires, donc auprès des maternelles, donc 3 à 5 ans, et primaires, donc 6 à 11 ans. Ça doit être trop mignon. Alors, les meilleurs, on est d'accord, nos chouchous, c'est quand même les maternelles et spécialement les petites sections parce qu'ils sont dans un autre monde. Ils te regardent avec des yeux, la morvonnée, et puis ils sont là, ah, mais c'est quoi un oignon, de l'ail ? Ils sont extasiés devant une petite feuille et un petit escargot. Donc voilà, c'était épuisant parce que voilà, c'est l'école, donc ça commence à 8h30 et puis t'as des classes de 15, 20, 25 élèves. Moi qui n'ai jamais fait ça, c'était c'est bien difficile quand même de gérer un groupe, gérer l'attention, quand même transmettre avec des mots clairs. Tu vois, là, c'est là que j'ai un peu commencé à me dire ok, comment capter leur attention, comment leur délivrer un message clair, comment donc faire répéter, tu vois, un peu les mécanismes de pédagogie que je connaissais pas du tout, mais que voilà, un peu sur le tas, et en regardant un peu ce que font aussi les professeurs, les autres animateurs, parce que du coup j'étais animatrice en jardinage pédagogique. Ok. Je crois que c'était l'intitulé de mon poste. C'est très classe, j'adore. En hiver, forcément, il se passe un petit peu moins, mais on va faire des travaux manuels, on va réfléchir au plan de plantation, on va avoir des sujets un peu plus sur l'écologie, etc., ou sur comment agir au quotidien pour réduire les déchets, etc. Enfin, c'était assez vaste. Et puis, sinon, la saison printemps-été, même si l'été, l'école ferme, mais du coup, il y a quand même le temps extrascolaire. Et septembre, là, on était plus dans les plantations, les récoltes, l'observation, la création. C'est génial. C'était un peu ça. Et ça t'a plu comme expérience ? Écoute, franchement, c'était vraiment super sympa. Ça m'a bien fait travailler ma mémoire parce qu'il y a un moment, il faut que tu enregistres les prénoms de 30 enfants fois 10 classes. Ah oui, moi j'ai toujours admiré. Je sais pas comment font les gens. Donc après, il y a des mots-clés et tu découvres aussi des prénoms assez originaux, c'est assez sympa. Et des prénoms qui reviennent tout le temps, les Evan, Ethan, Épidémie de Noix. Non, franchement, c'était super sympa, le contact des enfants, les questions pertinentes, voilà. Après, il y avait aussi toute la partie un peu autorité. J'étais pas dans des écoles difficiles, mais voilà, ça c'était quelque chose que je connaissais pas, et on va dire que c'était pas le côté qui me faisait le plus kiffer. Et oui, pas beaucoup de moyens parce que travaillant pour une association, forcément, c'était un petit peu limité. Donc j'avais ma petite brouette, je me baladais d'école en école avec mon matériel. Et au bout d'un moment, j'étais là, bon, en fait, j'en ai un peu marre. C'est sympa, mais j'ai envie d'autre chose. Et à ce moment-là, je me rapprochais de plus en plus des plantes médicinales, sur lesquelles, en fait, j'ai fait une formation en plus de mon diplôme de pharmacien. Donc, j'ai fait un DU, un diplôme universitaire à la fac de Paris 5, la fac du Jardin du Luxembourg. Donc, un DU de 6 mois qui s'appelle phytothérapie et aromathérapie. Phytothérapie, soins par les plantes médicinales. Aromathérapie, soins par les huiles essentielles. Et donc du coup on est parti de la base, c'est-à-dire donc les plantes, leurs usages à travers le temps. Qu'est-ce qu'une plante à usage traditionnel ? Donc en fait on se base pas sur des essais cliniques comme un médicament, mais on se base sur une tradition d'usage, donc sur une ancienneté d'usage. C'est-à-dire que si une plante est utilisée depuis 30, 50, 100 ans dans une indication, c'est que potentiellement elle est efficace et sécuritaire dans cette indication-là. Okay. C'est une autre manière de voir le soin. Le soin par les plantes, c'est pas une molécule, mais c'est un totem de molécules qui vont avoir des synergies. Donc là, pareil, totalement différent du côté pharma, qui va pas forcément en opposition, mais qui est à prendre en compte parce que voilà, vraiment une autre vision du soin. Et puis donc les molécules et les transformations. Donc la plupart du temps, on se soigne par des tisanes, mais il y a aussi d'autres choses. Donc les huiles essentielles, la distillation, les processus, mais tu as aussi les teintures mères, donc des mélanges dans l'alcool. Et puis tu as des mélanges dans des huiles aussi, les macérats huileux, voilà, et puis toutes les autres, des compresses, des choses comme ça. Et voilà, et puis voir voilà les phytothérapies françaises, européennes versus chinoises. Enfin, c'est très très vaste comme milieu et hyper intéressant. Moi, j'ai vraiment adoré. C'était aussi intéressant de voir les plantes, mais aussi celles qui ont des pressions
écologiques. Par exemple, l'arpagophyton, qui est une racine qui est récoltée par des populations locales. Ça leur rapporte de l'argent, mais en même temps, il y a une surpression sur la récolte. Donc, comment on fait pour que on arrive à trouver un équilibre entre gérer la ressource, gérer les ressources pour l'humain. Et moi, j'ai adoré aussi ce côté-là. Et donc, j'avais fait mon mémoire sur l'Arnica montana. Arnica montana, donc l'arnica des montagnes, que tout le monde connaît. Pour les bleus. Voilà, pour les hématomes, exactement. Et donc, qui subit une pression, puisque en fait, l'arnica pousse en milieu très particulier, milieu alpin. Et en fait, on n'arrive pas à la mettre en culture, parce qu'elle est très restrictive, très exigeante dans ses conditions pédologiques. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le sol ? Un sol acide, des altitudes élevées. Et puis voilà. Et puis il y a de la collecte, de la récolte sauvage en fait. Et donc comment gérer que tout le monde puisse avoir la part du gâteau sans qu'on détruise la ressource initiale quoi. Et ça se passe chez nous, massif alpin, Pyrénées, massif central, voilà. Trop bien. Ouais. Bah, c'était une bonne manière de conjuguer et voilà. pharmacie exactement. et agriculture. Et écologie en fait, puisque finalement voilà, faut tout prendre en compte quand on est là-dessus. On parle de ressources, ok, comment on fait, quelle énergie. Même tu vois les huiles essentielles, en fait, on a besoin d'énormément de quantité de plantes pour pouvoir en retirer de l'huile. Je me souviens, j'avais fait un stage, on avait récolté du thym. Je pense qu'on avait récolté peut-être 120 kilos de thym. Et on en avait retiré 10 litres d'huile essentielle. Donc c'était genre vraiment... et tu te dis ça, donc du coup il faut chauffer la machine. La machine tu la chauffes avec quoi ? Du gaz, du pétrole, enfin, tu vois. Et pour ensuite utiliser des petites gouttes. Ouais, on a l'impression que les huiles essentielles c'est un remède naturel. Et du coup c'est forcément bon et pour la santé humaine et pour l'environnement. Mais en fait c'est plus complexe que ça. C'est bien plus complexe, c'est hyper allergisant, c'est pas utilisé pour tout le monde. Les enfants, on évite, moins de 7 ans, femmes enceintes, les gens qui sont asthmatiques, dès que t'as un peu d'allergie, etc. Et c'est des usages particuliers, c'est de l'inhalation, parfois on peut les mélanger dans l'huile, faire des massages sur le corps, il y a des dilutions à respecter. Donc ouais, c'est pas anodin. Et en plus d'utiliser une certaine quantité de ressources, bah aussi c'est un usage à utiliser dans les règles quoi, pour s'assurer que ça se passe bien et voilà. Il faudrait dire avant de vous prendre un Doliprane parce que vous avez mal à la tête, peut-être tournez-vous vers la phytothérapie si ça vous intéresse parce que tout le monde n'est pas fan de tisane et tout. Parce que il y a des tisanes qui ont un goût sympa, mais il y en a soit ça a le goût d'herbe, soit c'est un peu amer, etc. Mais pourquoi pas commencer par la phyto et après vraiment si ça marche pas, on passe sur de la chimie et c'est tout aussi bien et c'est important qu'il y ait les deux en fait. L'un n'exclut pas l'autre, voilà. C'est plutôt une complémentarité et je crois, entre les deux approches. Voilà. Et tu vois, par exemple, dans les soins de cancérologie, oncologie, il y a des soins bien-être, des soins détente avec de l'aromathérapie parce que sentir des huiles, des parfums, ça vient aussi détendre, relaxer. Enfin, tu vois, faut que ça aille ensemble en fait. C'est pas une opposition quoi. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Donc j'ai fini ce travail dans les écoles et ensuite je me suis lancée à fond dans je faisais du bénévolat dans une association qui s'appelle Coup de pouce et qui a monté donc une ressourcerie dédiée au jardin. Donc une ressourcerie, qu'est-ce que c'est ? C'est un magasin de seconde main, donc comme un Emmaüs. En gros, les gens apportent leurs dons des objets qu'ils vont plus utiliser, qui sont nettoyés, réparés, remis en circulation à petit prix. Et donc nous, c'est une ressourcerie dédiée au jardin. Donc une ressourcerie végétale qui a été montée donc du coup à Bercy beaucoup, Paris 12e. Ça s'appelle le Plan B. Et donc du coup voilà, donc je me suis lancée là-dedans. J'ai donné un coup de main là pendant 1 an pour monter la ressourcerie, chercher des financements, toujours un peu la communication sur les réseaux sociaux. J'ai participé à une campagne de crowdfunding où j'ai demandé à mes amis, chers amis, de participer. Je les remercie encore. Et à côté de ça, il faut payer ses factures et partir en week-end. Et donc pour payer les factures, en fait, quand je suis revenue du coup du Canada, que j'ai commencé cette bifurcation, je me suis quand même dit bon, on va quand même garder un petit pied
dans le milieu d'où je viens, donc le milieu de la pharma, mais en levant un peu le pied, en faisant ça à mi-temps, donc 2-3 jours semaine. Et donc je suis freelance, donc en statut micro-entreprise, et donc je fais de la rédaction médicale pour des labos, des industriels. Alors mon métier est un peu vaste, la rédaction médicale c'est très vaste, Ouais. mais en gros moi je me suis un peu orientée sur la communication scientifique, donc tout ce qui va être publié dans des journaux scientifiques. Donc des études sont faites, elles sont diffusées dans des congrès d'abord, dans des congrès scientifiques. Donc on va soumettre des résumés des études, ça s'appelle des abstracts. Si les résumés sont acceptés, on peut aussi les décliner sous forme de posters. Donc là il y a des petites figures, des diagrammes, il y a des présentations orales, donc il faut faire des slides. Et ensuite on va les publier dans des journaux scientifiques. Et donc là, il y a une trame assez classique à suivre. Voilà, on va expliquer la méthodologie de l'étude, les résultats, on va discuter des résultats. Et donc voilà. Donc moi, j'écrivais ce genre de documents. Et puis là, je suis partie d'un autre verset, c'est-à-dire que je suis dans la planification des abstracts, des publications. Et donc gérer, c'est la coordination de projet que je fais maintenant entre ceux qui écrivent, ceux qui les relisent, les experts qui vont présenter les études dans les congrès, voilà, ce qu'on appelle la communication scientifique. Toute cette recherche, elle est publiée pour que toute la communauté scientifique soit au courant des nouveautés, de où on en est, de la suite, voilà, de ce qui se passe pour pouvoir traiter au mieux les patients. Mais voilà, c'est s'assurer que ce qu'on va publier est correct, juste et serve au plus grand nombre. Est-ce qu'on peut te définir comme pharmacienne jardinière ? Ouf! Alors on va dire qu'en termes de jardin, chez moi, ça ressemble plutôt à il n'y a pas beaucoup de lumière en fait. Hein. Donc j'essaye de mettre des plantes qui poussent en pénombre. C'est un peu dur. Par contre, je me soigne beaucoup. Enfin, je consomme la tisane quasi tous les jours. Pas forcément pour me soigner, mais plus parce que ça me fait kiffer, juste pour le goût. Par exemple, là, à côté de toi, tu as une verveine citronnée qu'on adore. Et donc, juste quelques feuilles dans de l'eau chaude le soir. Tu conseilles ? Je conseille, et c'est un grand kiff. Et donc, du coup, au plan B, on a aussi construit des petits bacs et on a fait pousser des plantes aromatiques, médicinales. Et j'ai animé des ateliers autour de ces plantes, de leurs usages. Forcément, la formation que j'ai faite et les stages que j'ai faits m'ont bien aidé. Mais du coup, voilà, donc on fait avec des petits groupes de 5-10 personnes, on fait des visites et puis on va faire des préparations assez basiques, mais voilà, tisane, macération, teinture. Donc on peut dire pharmacien jardinier, je ne sais pas, peut-être. J'aime les plantes, voilà, et les gens. Un très bon statut. Voilà. Et est-ce que tu as d'autres projets à venir ? Oui, j'aimerais bien en fait, ça me trotte là d'aller en fait remettre vraiment les mains dans la terre. Alors en milieu périurbain pour le coup, et j'aimerais en fait trouver des hommes et des femmes qui font de la culture de plantes aromatiques et médicinales. Et j'aimerais retourner leur donner un coup de main pour récolter, faire sécher. J'avais fait un stage en fait en 2022 pendant une semaine en Picardie. Et c'était super sympa, et on était dans la nature, et on récoltait des fleurs, et on était dans le vivant, et on émondait. Alors émonder, c'est retirer les feuilles d'une tige. Alors faut pas se dire c'est simple, mais sur plusieurs kilos de menthe, ça commence à être lourd. Voilà, donc tu mets ça sur une claie, donc une espèce de planche, et ensuite tu vas mettre ça dans le séchoir, et tout est réglé, la température, le taux d'humidité. Voilà, donc hyper intéressant, et j'aimerais bien remettre les mains dans le cambouis à ce stade-là. Donc voilà, c'est ça mes projets du moment. Trop bien, bah, félicitations. Voilà. Merci pour toutes ces explications. C'était Merci fascinant, Sophie. vraiment. Pour conclure, on demande aux invités de choisir le mot de la fin, genre le premier mot qui te vient en tête. Le premier mot, Ouais. bah, alors ce sera pas un mot, je peux dire soignez-vous par les plantes. Voilà, respectez le vivant, vive les plantes et vive les gens. Merci beaucoup Camille. De rien. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté Nebulae.
le podcast des femmes scientifiques badass.